La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Quoi de commun entre les suffragettes qui, au début du XXe siècle, se mettent au jiu-jitsu, le désarmement systématique des esclaves dans les colonies, la thanatoéthique imaginée par les juifs du ghetto de Varsovie, les bataillons d'Amazon de la Révolution française, le Black Panther Party ou les justiciers vigilants gays et trans des Lavender Panthers. Quoi de commun entre tout cela? Une certaine philosophie de la violence, c'est-à-dire une manière de se défendre, répond Elsa Dorlin. Une pratique et une théorie de l'autodéfense, soit le contraire de la fameuse légitime défense, celle qui précisément nie à certains la défense de soi par soi. Elsa Dorlin est philosophe, professeure à Paris 8. On lui doit des travaux importants sur la généalogie sexuelle et coloniale de la nation française. Et elle publie dans quelques jours aux éditions La Découverte, Se défendre, une philosophie de la violence. Cet essai brillant s'ouvre par le récit de l'affaire Rodney King, le lynchage par la police de Los Angeles de ce jeune homme africain-américain, un tabassage à l'origine des célèbres émeutes qu'a connues la ville au début des années 90. Mais cet essai se clôt aussi par le rappel de l'affaire Trayvon Martin, du nom de ce jeune noir abattu froidement au nom de la si commode en Floride légitime défense par un dénommé George Zimmerman, un vigilant de l'état racial comme le qualifie Elsa Dorlin. L'idée m'est donc venue logiquement pour la deuxième partie de la suite dans les idées, d'inviter celle qui vise à faire dialoguer les sciences humaines et sociales avec d'autres modes de connaissance, cette deuxième partie, d'inviter la romancière Leonora Miano qui publie en cette rentrée Marianne et le garçon noir, un livre né à la suite d'une de ses interventions dans la presse à propos des violences policières à l'égard des jeunes garçons noirs, un livre dont elle a eu l'idée, qu'elle a dirigé et qui regroupe différents textes témoignant chacun de l'expérience des noirs de sexe masculin en France. Aujourd'hui, Leonora Miano nous rejoindra donc pour la deuxième partie de cette émission. Mais commençons avec vous, Elsa Dorlin. Je le rappelle, vous publiez dans quelques jours Se défendre, une philosophie de la violence, un livre dans lequel vous parlez de ces diverses situations historiques que j'ai commencé par citer dans cette introduction à l'émission, qui vous a fait voyager dans le temps et dans l'espace pour vous poser la question de la défense de soi par soi. Vous ouvrez ce livre, avant même le rappel de l'affaire Rodney King, par la description d'un dispositif de torture terrifiant, redoutable et qui dit beaucoup en fait des modes de gouvernement et de la capacité de la domination à empêcher la défense de soi. Quel est ce dispositif qui fait évidemment penser, vous y faites référence à ce qu'a pu décrire Foucault, mais qui est encore plus terrible d'une certaine façon, ce qu'avait décrit Foucault dans Surveiller et punir. Elsa Dorlin. Oui, le livre s'ouvre sur le supplice de Millet de la Girardière. On est en 1802 à la Guadeloupe, donc les troupes napoléoniennes sont venues rétablir l'esclavage et mater la révolution. Et Millet de la Girardière, en fait, est un blanc qui soutient les esclaves émancipés qui sont en lutte et qui est donc arrêté comme des milliers d'autres créoles, blancs, enfin en minorité. Il y a très peu de blancs qui soutiennent les esclaves, mais en grande majorité des révoltés, soit affranchis, libres de couleur ou voilà, en lutte en tout cas. Et les troupes napoléoniennes arrivent en Guadeloupe avec un dispositif qui s'appelle la cage de fer, qui est en fait un dispositif qui est utilisé par les colons anglais, notamment aux Bahamas, et qui consiste à mettre le condamné dans une cage sur 2 étriers. Il se tient donc comme ça, et il y a entre ses jambes une lame tranchante. Et donc avec la fatigue, l'enfermement, la faim, la soif, puisqu'on les laisse 2-3 jours comme ça en place publique, eh bien au bout d'un moment, l'épuisement du corps, la tétanie des muscles fera que inévitablement le condamné va s'affaisser sur cette lame tranchante et mourra de ses propres blessures. Après de terribles souffrances, parce qu'il ne mourra pas d'un coup, c'est pas une guillotine. Hein, et c'est tout ce dispositif qui, pour vous, est symptomatique au fond de... Oui, en fait, ce que j'ai essayé de saisir là, et c'est vrai en écho avec l'ouverture de Surveiller et punir de Foucault par rapport au supplice de Damien,
c'est que là, il se joue quelque chose de relativement inédit dans cette technologie de mise à mort. C'est qu'au fond, tout se passe comme si le condamné se mettait lui-même à mort du fait même de l'épuisement de son corps. Et ce que j'ai essayé de saisir, c'est que on touche au fond à sa puissance d'agir, on l'excite, on l'interpelle, puisque on demande à ce condamné de se tenir debout. Et que cette puissance, que ce corps va progressivement, en fait, du fait même de sa résistance et du fait même de tous les efforts faits pour survivre, périr. Et il y a quelque chose là qui me semble tout à fait intéressant dans l'idée que la dimension de mise à mort, l'idée de rendre un corps sans défense, ne passe pas forcément par le fait d'une répression directe sur son corps, mais plutôt par l'idée qu'on va gréver sa propre puissance d'agir, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que lui-même devient son propre bourreau, par le fait même qu'il ne peut plus résister, il ne peut plus se défendre en fait. Il ne peut plus se défendre, c'est cela qui résonne terriblement aussi avec le deuxième cas que vous placez dans cette ouverture du livre qui est très très forte, le récit, le rappel de l'affaire Rodney King, où l'on voit comment des images se retournent lors du procès. Des images qui pourtant avaient créé la stupeur dans le monde entier, étaient à l'origine de ces émeutes considérables qui ont saisi la ville de Los Angeles après ce crime et qui, dans la cour du tribunal, se retourneront contre la victime parce que précisément ces gestes que fait Rodney King pour se défendre ou tenter de se défendre, ces gestes qu'il esquisse vont être interprétés comme des gestes d'agressivité, comme des gestes non pas défensifs, mais offensifs, d'attaque. Elsa Dorlin. Oui, ce que j'ai voulu saisir dans le prologue en mettant Millet de la Girardière et Rodney King, un peu moins de 2 siècles après, il y a quelque chose qui relève de la modernité. Dans un cas avec Millet de la Girardière, en fait, on a une mise à mort où le pouvoir est comme en retrait, un peu dans l'ombre, dans une espèce d'économie des moyens, où au fond, ce sont les corps eux-mêmes qui s'épuisent à résister et qui meurent en fait dans cette volonté de survivre et qui se mettent à mort eux-mêmes. Et dans le cas de Rodney King, lorsque Rodney King est pris en chasse sur l'autoroute et que près d'une centaine de policiers arrivent sur lui et le battent quasiment en le laissant blessé très grièvement sur le sol, en fait, évidemment, on a une vidéo de cette scène, comme vous le disiez, qui a été diffusée un peu partout dans le monde et qui, pour, je dirais, un spectateur lambda, est une scène vraiment de lynchage et de la violence policière. Or, au procès des 4 policiers qui sont poursuivis pour usage excessif de la force, l'usage de cette vidéo décortiquée minute par minute va permettre aux avocats des policiers de montrer que le moindre geste de défense de Rodney King, c'est-à-dire un bras qui se lève pour éviter un coup de matraque, va être interprété comme au contraire un geste d'agressivité quasiment inhérente en fait à une sorte de corps que les policiers présentent comme un corps surpuissant, insensible à la douleur, etc. Et les policiers évidemment seront acquittés. Et dans le cas de Rodney King, on a vraiment cette idée d'une défense de soi. Rodney King dira au second procès « j'essayais juste de survivre, de ne pas mourir ». Donc dans ce mouvement de défense de soi, on voit bien qu'en fait, il y a une forme de saturation du champ du visible, c'est-à-dire que Rodney King ne peut apparaître dans ce dispositif d'une justice raciste que comme un être dont la puissance d'agir ne peut être qu'une action violente. Et donc on ne prête à ce corps qu'une action violente qui est évidemment intrinsèquement liée à un corps noir et le corps d'un homme africain-américain qui est construit depuis évidemment des décennies et des décennies comme un corps agressif, violent. Et de ce fait, ça présente l'action de la police comme une action purement réactive qui relève de la légitime défense. Donc il y a ainsi un retournement en fait de la dimension morale et politique en fait de la question de la défense où certains sujets sont toujours déjà coupables et agressifs et d'autres sont toujours déjà légitimes à se défendre dans les cadres de la loi. C'est ce qu'on voit précisément dans l'affaire que je citais aussi et qui clôt le livre, celle de Trayvon Martin en Floride, quelques années plus tard, où là aussi la mort de ce jeune homme, finalement, ne s'explique que par le fait qu'il est perçu par celui qui va le tuer d'une balle à bout portant comme une menace, parce que ce corps-là, celui d'un adolescent noir, est nécessairement une menace. Et d'ailleurs,
cet assassin. On saura plus tard qu'il avait très régulièrement appelé la police parce qu'il voyait cette menace partout autour de chez lui. Et ça en dit long sur cette situation très très particulière, par sa densité, je dirais, aux États-Unis. Oui, et ce que j'ai tenté de faire, c'est l'ouverture avec Millet de la Gérardière en Guadeloupe et puis Trayvon Martin, comme dans l'extrême période contemporaine. C'est vraiment essayer de comprendre entre les deux comment on a la construction, vraiment en termes de représentation, mais presque de schématisation, en fait, des mouvements, du sens donné au corps, à la couleur, finalement, comme un signifiant comme ça de la violence et d'un corps agressif, d'un corps coupable, d'un corps toujours déjà en rébellion, mais en rébellion menaçante. Et comment, en fait, ce dispositif construit des sujets qui, eux, se sentent légitimes à se défendre, parce qu'il y a aussi des protections étatiques, juridiques, mises en place depuis, encore une fois, des décennies, qui fait que certains sujets, eux, sont toujours, ont même presque un blanc-seing de la part de l'État pour utiliser leur droit de conservation et de leur droit de faire justice eux-mêmes, et que ces sujets-là, en l'occurrence, deviennent, ou en tout cas nous interpellent sur le fait qu'on est construit dans une forme de subjectivité paranoïaque, et qu'un adolescent noir qui sort d'une épicerie avec une bouteille de coca dans la poche, il peut être abattu avec 2 balles dans le dos à bout portant alors qu'il supplie son assassin. Alors dans ce livre, vous êtes philosophe, je le rappelle, vous faites le détour par un débat entre Hobbes et Locke sur la conception de la défense de soi par soi. Vous faites de grands détours historiques aussi à propos des débats sur la question de l'armement, de la possibilité d'être armé dans la population civile, question qui s'est posée aussi bien aux États-Unis, dans l'Ouest sauvage, que dans les colonies, désarmer les esclaves, ça a été un enjeu important. La question des femmes, on va y revenir. Mais je voudrais prendre une autre situation qui peut surprendre aussi dans ce choix, qui est celui du ghetto de Varsovie. Vous vous êtes intéressé à la manière dont ceux qui se retrouvaient coincés dans ce piège terrible, à la merci de nazis qui écoutaient le moindre bruit pour venir exterminer tous les juifs qui restaient là. Comment ces hommes et ces femmes-là ont inventé finalement ce que vous appelez une thanato-éthique? En fait, peut-être qu'il faut revenir sur le choix aussi des scènes historiques qui, comme ça, constituent la matière du livre. Comme je disais, ce que j'ai essayé de saisir, c'est à la fois cette construction de la légitime défense comme constitutive, en fait, du sujet moderne, comme l'idée que tout sujet de droit, finalement, il y a un implicite, c'est l'idée qu'on lui octroie, en tout cas, un certain droit de conservation, et que ça permet ensuite, là, dans un débat philosophique, de philosophie politique plus classique, peut-être de discuter la question du monopole de la violence légitime, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a quand même une gestion discriminante de cette question du monopole de la violence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté l'État qui aurait le monopole de toute la violence, puis de l'autre la population civile qui n'aurait pas du tout de violence. Il y a un continuum, il y a des étapes intermédiaires, il y a des populations qui sont définies comme ayant le droit d'être armées. On le voit encore, c'est encore plus frappant aux États-Unis qu'en France, probablement. D'où quand même le fil et l'exemple paradigmatique des colonies, c'est-à-dire dès lors qu'on se place à une échelle de l'Empire français, on voit bien que tout ce qui concerne les territoires des colonies, que ce soit pour les colonies sucrières ou ensuite pour l'Algérie, donc toute la deuxième période de la colonisation, les colonies de peuplement, il y a eu vraiment un droit absolu, préservé, donné, octroyé aux colons de demeurer armés, et il y a un désarmement systématique décolonisé des indigènes, etc. Donc ça, c'est le cadre. Mais ensuite, ce qui préside au choix qui relève plus d'une phénoménologie du corps, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de penser que dans une situation où la vie est en jeu, l'usage de la violence devient une façon de se maintenir comme un sujet, ou d'advenir même comme un sujet. Et pas du tout comme un sujet de droit, mais au sens d'une force, d'un jeu. Et finalement, il m'a semblé qu'il y avait 3, en tout cas, peut-être c'est pas exhaustif, mais 3 scènes qui m'intéressaient tout particulièrement. D'abord, le mouvement africain-américain et la question de l'autodéfense et du recours à la violence. Ensuite, le mouvement féministe, mais une partie du mouvement féministe qui est très peu connue, qui est plutôt du côté des féministes socialistes anarchistes. On va y revenir. Et puis, évidemment, la mobilisation
des communautés juives. Oui, parce que c'est pas que le ghetto de Varsovie, tout ça naît dans les antérieurement, ghettos exactement, en Ukraine. C'est la lutte contre les pogroms à la fin du 19e siècle, dans les zones où sont retranchées les communautés juives en Russie, et qui vont organiser vraiment la question de l'autodéfense et qui vont la penser aussi dans le cadre notamment du Bund, donc la façon dont une communauté, là, politiquement, recourt à la violence, évacue par la même occasion la question morale du recours à la violence, parce qu'on est dans une situation où il faut défendre sa propre vie. Et de la lutte contre les pogroms, on va retrouver un certain nombre de cette technique, cette histoire des corps qui ont déjà été engagés dans l'autodéfense, parmi évidemment les leaders de l'insurrection du ghetto de Varsovie, et de façon centrale les militants du Bund. Et ce qui m'a semblé tellement fort dans les récits de Marek Edelman, de Bernard Goldstein, qui ont vraiment eu une place très importante dans l'organisation de la défense du ghetto, c'est que l'enjeu de la vie ou de la mort était obsolète, compte tenu de la dimension absolument terrifiante de la situation. Mais il s'agissait, dans une certaine mesure, par l'autodéfense et la prise d'armes, non pas de participer d'une forme d'héroïsme de la résistance, mais au contraire, peut-être de rentrer dans une éthique de soi qui consistait à politiser sa mort pour restaurer les valeurs de la vie, pour que quelque chose comme une communauté survive au ghetto. Donc des minorités, que ce soit les esclaves ou les Noirs américains, que ce soit les Juifs dans ces ghettos de Russie à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle et jusqu'à Varsovie et son ghetto, que ce soit les femmes au moment de la Révolution française, mais aussi ces suffragettes dont vous nous apprenez qu'elles se mettent à cette technique, à cet art martial japonais, le Jiu-Jitsu, pour vraiment être dans le corps à corps avec les policiers lors de manifestations. Oui, on est dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Exactement, dans l'Angleterre du début du XXe siècle. Une partie du mouvement des suffragistes anglaises qui sont engagées plutôt et proches des positions socialistes. Il y a un mot d'ordre, mais c'est aussi une forme de féminisme qui a décidé de prendre acte d'une urgence pragmatique, c'est-à-dire il faut arrêter les discours et il faut agir. Le droit de vote, elle considère qu'il ne faut pas le demander. Il faut le prendre. Et pourquoi ? Et c'est là l'analyse de départ qui permet de comprendre pourquoi elles ont recouru à la violence, à l'action directe violente. C'est qu'elles considèrent qu'il y a une contradiction dans les termes à demander à l'État un droit, alors même que c'est l'État qui organise le non-accès à ce droit et qui le fait de façon structurelle. Donc on ne peut pas demander des protections à un État qui précisément nous expose aux violences, et on ne peut pas demander à l'État un droit que lui-même organise de telle sorte qu'il est absolument impossible ni soit de l'obtenir, soit même de l'exercer. Donc à partir de ce constat, qui est vraiment une critique radicale de l'État, elles vont s'engager dans des actions directes pour faire pression, et ça va consister dans les manifestations, évidemment, à avoir des actions de s'enchaîner aux grilles, d'attentats aussi sur les biens, non pas sur les personnes, mais sur les biens, destruction des biens publics, etc., etc. Donc ça va être vraiment une action très forte, et elles vont subir une répression policière extrêmement violente. Donc au départ, le fait qu'elles se forment à l'autodéfense, c'est surtout pour protéger les manifestantes des charges de la police. Et puis ensuite, ça va devenir très rapidement une forme de subjectivation politique. C'est-à-dire, évidemment, elle commence à s'entraîner. Et vous imaginez bien que pour s'entraîner à l'autodéfense, eh bien, tout d'un coup, on enlève les corsets, on libère les corps, on s'entraîne aussi avec des choses qui participent du quotidien, d'un ethos féminin. Le parapluie, l'ombrelle ne sert plus à se protéger du soleil, mais bien à taper sur la tête des policiers. On prend des ciseaux pour couper les bretelles des policiers, les déshabiller pour les humilier. Donc il y a toute une métisse en fait de l'autodéfense féministe qui est aussi une façon d'advenir comme un sujet politique. Alors cette réflexion autour de se défendre, Elsa Dorlin, cela vous permet aussi, peut-être de manière plus normative, aujourd'hui, de réfléchir à la façon dont
on pourrait faire les choses autrement. Et je pense là à ce que vous dites, des campagnes qui vous agacent beaucoup, et on comprend pourquoi, des campagnes d'information publique que les autorités mènent régulièrement en France, mais aussi ailleurs depuis des années, autour de la violence faite aux femmes, et qui vous semblent aller dans une direction totalement contre-productive, parce qu'elles viennent renforcer au fond des stéréotypes et viennent priver d'une capacité de se défendre. Ben là, pour le coup, c'est une analyse du champ du visible. Voilà, le fait de revenir sur les campagnes de prévention de la violence faite aux femmes, en tout cas telles qu'elles ont été menées en Europe de l'Ouest ces 20 dernières années, et de montrer en utilisant Roland Barthes la façon dont on construit en fait un cadre qui est toujours le même, c'est-à-dire pour dénoncer la violence faite aux femmes, eh bien on va systématiquement avoir une position de monstration d'un corps tuméfié, ensanglanté, le visage dans les mains, etc., qui est en fait une forme d'exhibition absolue de l'impuissance. Exhibition absolue de l'impuissance qui fait que, en fait, on s'adresse essentiellement aux agresseurs en tentant, en tout cas, de les interpeller moralement, en leur disant, voyez, comme c'est mal ce que vous faites, etc. Mais au fond, il me semble que ce que ça crée surtout, c'est une forme d'hommage à la surpuissance des agresseurs et à ce que fait un coup, voilà, à l'effet de la violence. Et on voit bien qu'il y a un glissement entre à qui s'adressent ces campagnes et qu'est-ce que ça peut susciter, même y compris en termes de miroir par rapport aux femmes qui sont victimes de violences. C'est-à-dire qu'on les enferme dans un statut de victime impuissante, mutique, sans défense, comme dans une... Enfin voilà, c'est un destin duquel on ne peut pas sortir. Alors on comprend, votre livre est aussi un manuel, si on le lit attentivement, d'empowerment, pour essayer de sortir sortir de ce statut de victime, en tout cas passive, impuissante. Vous vous arrêtez longtemps aussi, on n'aura pas le temps de parler de tout, parce qu'il y a énormément de situations historiques, je le rappelle, et puis d'analyses philosophiques qui correspondent à ces situations. Vous parlez évidemment de la suite du mouvement des Noirs américains, et on oublie tout le temps, quand on parle des Black Panthers, de citer le nom complet de l'organisation, c'est Black Panther Party for Self-Defense. Donc ce for Self-Defense, on est au cœur de votre sujet, et il est escamoté en général quand on parle par raccourci des Black Panthers. Oui, et tout le passage sur le mouvement africain-américain du Black Power, et donc à partir des années 66, et sur toute la partie sur le Black Panther Party for Self-Defense, parce qu'effectivement, il y avait d'autres Black Panther Party, en fait, notamment Angela Davis militait dans le Black Panther Party, mais ce n'est pas le même que le Black Panther Party for Self-Defense, c'était deux organisations différentes. Mais c'est vraiment un des piliers du livre, parce que il m'a semblé que c'était, même d'un point de vue de théorie politique, de philosophie politique, de revenir sur l'usage de la violence dans le mouvement africain-américain, et tout ce que ça a pu générer comme débat, et notamment sur la question de la construction de la masculinité noire, donc d'une affirmation aussi d'une puissance virile qui devient le signifiant de la révolte et de l'émancipation, et de revenir sur cette question en montrant comment l'autodéfense dans le Black Panther Party for Self-Defense a été en fait une autodéfense qui, derrière, était seulement l'une des facettes d'une véritable révolution sociale, avec un programme en 10 points et qui fait essentiellement de l'autodéfense sociale, organisation des petits déjeuners, campagne de vaccination, école du soir, bibliothèque, transport en commun, enfin toute cette organisation justement de survie, et qui va être complètement discréditée, à commencer par le FBI, qui n'a pas seulement fait que discréditer le Black Panther Party, mais qui a assassiné un certain nombre de militants, et qui va construire aussi une sorte de piège sur cette question de l'usage de la violence comme une forme de virilisme noir et d'excès, en fait, dans cette affirmation de soi. Et toute cette question de l'autodéfense, elle a sa source théorique dans un des grands militants communistes africains-américains qui s'appelle Robert Williams. Et il se trouve que Robert Williams, dans son manifeste sur l'autodéfense qui sort au début des années 60, je veux dire, qui connaît Fanon, qui va être exilé à Cuba, il cite un de ses exemples pour lui. Voilà, un des modèles historiques, c'est l'insurrection du ghetto de Varsovie.
Alors la question de la masculinité noire, on y revient tout de suite dans un instant, dans la deuxième partie de la suite dans les idées. La suite dans les idées, deuxième partie, on parle de Se défendre, une philosophie de la violence, un livre d'Elsa Dorlin, Se défendre et la difficulté de se défendre pour certains en particulier, et notamment pour les garçons noirs, et pas seulement aux États-Unis dont nous avons beaucoup parlé, aussi les garçons noirs en France, ai-je envie d'ajouter. Léonora Miano, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur ou la directrice d'ouvrage de Marianne et le garçon noir qui paraît chez Pauvert, un livre dans lequel vous avez recueilli un ensemble de témoignages de garçons noirs, pas seulement de garçons d'ailleurs. Ou de réflexion sur cette question de la masculinité noire qu'on a un petit peu abordée aussi avec Elsa Dorlin. Ce livre, et vous le rappelez dans le texte introductif, ce livre naît en fait de votre prise de parole dans l'espace public après l'une de ces nombreuses affaires de violence policière à l'endroit d'un jeune garçon noir en France. D'ailleurs, vous n'êtes pas si nombreux que ça à prendre la parole dans ces cas-là. Et non, c'est plutôt déconseillé. Il faut pas. Il faut pas, oui. Parce que c'est communautariste. Et t'es pas censé aimer les noirs quand t'es noir. Alors d'ailleurs, ce sont plutôt des femmes, dites-vous, qui le font plus que des garçons noirs. En tout cas, qu'est-ce qui vous a conduit à prolonger ce qui était d'abord un texte d'intervention Pourquoi vous avez eu envie de réunir tous ces gens autour de vous? Parce que je trouvais nécessaire de réfléchir à ce que disaient ces cas de brutalité policière, de choses qui sont dans les structures de la société. Donc ça nous concerne tous. Alors on pense à l'affaire Adama Traoré, à l'affaire Théo Loaka aussi, qui sont les deux catalyseurs de ma prise de parole, mais il y avait déjà eu avant les affaires Lamine Dieng ou Amadou Koumé, enfin il y en a beaucoup malheureusement, et qui ne parlent pas seulement de la manière dont la police rencontre dans certains quartiers ces jeunes gens. Ça parle de la manière dont la société les perçoit et perçoit les groupes humains auxquels ils appartiennent. Donc c'est une réflexion qui nous concerne. Et puis il me semble qu'il y a quand même pas mal de paroles théoriques sur ces questions et que les personnes directement concernées ont rarement l'occasion de s'exprimer, voilà, sur leur vécu, pas seulement sur les rapports avec la police, mais sur leur vécu et leur rapport à la France. Et c'était un peu ce que je voulais commencer à approcher ici. Alors parmi ceux qui ont rédigé ces textes, on trouve à la fois des intellectuels, des gens qui sont historiens ou qui ont fait la science politique, mais aussi des artistes, des écrivains, des gens qui ont un rapport à l'écriture, on va dire. Oui, plutôt, puisque je voulais que les gens puissent écrire eux-mêmes leurs pensées, leurs paroles. Donc oui, il fallait que ce soit des personnes capables de le faire. Je voulais que le livre paraisse cette année, l'année de l'affaire Loaka. Au début de l'année, j'étais persuadée qu'on aurait oublié, et c'est le cas. Et donc, on a travaillé un peu dans l'urgence. J'aurais eu certainement d'autres profils si je m'étais donné davantage de temps. Elsa Dorlin, comment vous recevez cette initiative qui vise à élargir, au fond, Léonora Miano vient de le dire, la question au-delà de la stricte question des relations avec la police, élargir aux relations à la société. C'est aussi ça que dit l'affaire, d'une certaine façon, Trayvon Martin, dont vous parlez à la fin du livre, puisqu'il ne s'agit pas d'un policier, il s'agit de quelqu'un qui entend représenter le quartier, la société, au fond, et qui, visiblement, a un problème avec ces corps de jeunes noirs qu'il croise dans les rues. Non, mais ce qui me semble fondamental, c'est d'abord que c'est un des rares ouvrages qui met au centre une parole d'homme noir, alors que jusqu'ici, on est plutôt dans une forme de saturation sur soit des stéréotypes racistes, soit des travaux qui ont été faits, mais qui, dans une certaine mesure, ont aussi creuser un peu le sillon d'une catégorisation, soit dans le sport, soit des hommes noirs, soit dans le hip-hop, dans les cultures populaires, mais tout d'un coup, voilà, ne pas se poser la question qu'il s'agit
d'hommes, de frères, de pères, d'amis, et qui ne sont pas seulement dans une question de savoir le rapport effectivement structurel avec la police ou l'État, même si c'est évidemment fondamental, mais qui ont aussi au quotidien, de façon prosaïque, une expérience vécue du racisme et qui doit avoir une place audible et une place, tout simplement. Et il y a une question spécifique pour les hommes. Vous relevez, Léonora Miano, dans votre introduction, que ce n'est pas un hasard si dans les gouvernements récents, on a vu des femmes diverses, dites-vous, des femmes issues de la diversité, mais pas d'hommes. Des hommes noirs dans les gouvernements, on n'en trouve pas. Ben non, parce que la société française est encore le bien de l'homme blanc. C'est encore lui qui domine, qui dirige et qui décide qui a droit d'être à ses côtés. Et il sera plus enclin à promouvoir des femmes issues des minorités pour montrer sa puissance à ces hommes qui ne peuvent pas, eux, leur donner la même chose. Et bien sûr, elles iront parce qu'elles sont chez elles ici, parce qu'elles méritent ces places, parce qu'elles sont qualifiées, qu'elles ont le droit d'être ambitieuses. Et en même temps, le système joue ces femmes contre leurs hommes, en fait, en permanence. C'est un jeu extrêmement pervers, mais qui est constant et qui fait qu'aux garçons issus de ces minorités, on ne renvoie pas ces possibilités de succès, de réalisation de soi dans son propre pays. Ils sont battus d'avance. Ce qui leur est permis, c'est le sport, l'humour, le stand-up, le hip-hop. C'est un peu ça, quoi. C'est vraiment... quel est l'horizon? On parlait tout à l'heure de se défendre. Il n'est même pas encore question de ça. C'est juste être. C'est juste être. Et peut-être que pour pouvoir être, il va falloir apprendre à se défendre. Mais c'est vraiment un très très long débat, ça. Un très long sujet. Moi, je serais plutôt pour apprendre à se défendre. Parmi les témoignages qu'on peut lire dans Marianne et le garçon noir, il y a celui-ci que je cite de mémoire, terrible, d'un homme qui raconte comment il y a déjà d'assez longues années, un soir qu'il rentrait chez lui, je crois que c'était dans la ville de Nantes, il croise dans la rue, il fait nuit, deux jeunes filles, et l'une d'entre elles dit bien haut et fort à destination de l'autre, elles se séparent à ce moment-là, oui. Je t'appelle, je te dirai si je me suis fait violer. Exactement. Et comment lui vit cette situation. Ça résume tout, ça résume vraiment tout. Comment est-ce qu'on a bestialisé certains corps, certaines personnes, sans s'en rendre compte. Enfin, je ne sais pas si on s'en rend pas compte. On peut pas prétendre être complètement innocent quand même de ça non plus. Mais à quel point c'est métabolisé, ingéré, c'est naturel. Donc on dit ça comme ça, on se rend pas compte de la violence qui est exprimée là. C'est au-delà du mépris. Et ça justifie qu'on apprenne à se défendre. Vraiment. Et si ces corps de jeunes hommes noirs font peur à certains dans cette société française, ça se traduit aussi par ce discours sur lequel vous revenez, Elsa Dorlin, qu'on entend de plus en plus souvent et qu'on a pu entendre même dans la bouche d'un précédent Premier ministre, il faut protéger nos femmes. Ah oui, bien sûr. C'est central parce que c'est exactement la question de l'instrumentalisation, et encore le mot est un peu faible parce que c'est vraiment... Là, pour le coup, une technologie extrêmement complexe, mais très efficace, qui a mis en place l'idée de construire un être menaçant comme une modalité de la racialisation, c'est-à-dire, c'est dans la période esclavagiste, et ensuite on a ça tout au long du 19e siècle, aux États-Unis, mais également en France, sur la menace de l'homme noir comme violeur, parce que c'est bestialisé, animalisé, surpuissant, c'est-à-dire dans une virilité excessive, constamment excessive, donc avec tout ce que ça peut représenter comme fantasme libidineux. Frantz Fanon, évidemment, le pense très bien. Et le discours a consisté à dire il faut défendre nos femmes de ces hommes. Et par conséquent, au nom de la défense des femmes, tous les dispositifs répressifs vont être mis en place. Criminalisation des moindres actes, suspicion permanente, présomption de culpabilité, et effectivement toute une forme aussi d'érotisation de la domination. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une façon perverse de montrer le corps de l'homme noir comme un corps particulièrement
voilà, chargé de sexualité, de désir. Donc toute cette on a cette d'autant dynamique. plus de mérite si on arrive à le soumettre et à se l'approprier et qu'on l'a bâti tellement hors norme. Ça, c'est l'affaire Théo notamment. L'affaire, c'est ce qu'elle révèle en tout cas, mais c'est quelque chose évidemment très très ancien. Je ne pense pas que cette affaire soit la première du genre, c'est simplement que ce jeune homme, parce qu'il est jeune, a parlé. Mais c'est sûrement arrivé bien des fois qu'on veuille agresser la masculinité de certains et la réduire de cette manière-là. Alors Léonora Miano, j'ai envie de dire à ceux il faut défendre nos femmes. Avec ce livre, vous dites il faut défendre nos hommes. Oui, je le suis très attachée. Et c'est subversif de dire ça. On n'est pas censé les aimer. On a fait tout pour que nous ne les aimions pas. Ils me passionnent, ces hommes. Et puis, bon, moi, j'ai pas grandi en France. J'ai grandi en Afrique. Et pour moi, l'être humain est d'abord noir. Est d'abord noir. Mais plus sérieusement, oui, je pense que... Ayant compris ce que j'ai énoncé tout à l'heure, que quand on est une femme noire dans cette société, on sera joué contre les hommes noirs. Et je le suis, je le sais. Je sais qu'il m'arrive en tant qu'écrivain d'être autorisé à dire des choses que des hommes ne pourraient pas dire. Je pense que c'est aussi mon devoir de faire savoir que je suis au courant, que je suis pas dupe. Et puis de m'occuper de problèmes qui de toute façon me concernent. Moi, quand ces affaires arrivent, je suis... puissamment ébranlé, ça me fait très mal et puis ça me renvoie à des périodes que je n'ai pas vécues mais qui sont en nous parce que c'est notre mémoire de noir et qu'on n'échappe pas à ça, c'est une vérité. Que si un policier blanc commet un certain acte sur le corps d'un jeune homme noir, on ne dit pas, nous, entre nous, que c'est un homme qui a fait un garçon. Non, on dit c'est un blanc qui a fait un noir. Et c'est ça qui se passe. Et donc parlons-en, puisque ces questions se posent dans la société aujourd'hui et qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, arriver à faire en sorte qu'elle tienne, cette société. Ça va être très très facile de vivre les uns à côté des autres, hein, si on veut. Si on veut vivre ensemble, il va falloir en parler. Il faut se défendre, donc. Oui, absolument, absolument. Léonora Miano, mais se défendre, Elsa Dorlin, c'est non seulement se défendre de manière physique, ce qui a été votre objet dans ce livre, mais on peut se défendre aussi avec des mots, en donnant la parole, en faisant en sorte que le débat évolue, soit dans des rapports de force différents. Ça fait aussi partie de la défense pour vous ? Certainement, mais j'ai moins investi cet engagement. Puisque je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre justement de la défense physique et de la violence qu'il faut aussi peut-être réinterroger. Voilà. La question de départ, c'était que nous fait la violence ? Voilà, que fait la violence à un corps ? Et il m'a semblé devoir être urgent de se placer à l'échelle de ce corps pour voir que la violence, en fait, elle éduque aussi à la violence et que comment on peut politiser cette violence, comment interroger les passages à la violence et ne pas tout de suite justement les délégitimer parce que ce que l'on peut constater, c'est que ce sont toujours les mêmes qui, a priori, seront interdits de passer à la violence, alors même qu'une certaine violence s'exerce sur eux de façon complètement légitime. Donc l'usage des mots, donner la parole, la défense par les mots, c'est très intéressant. Mais il se trouve que même dans la question du langage, il y a une lutte idéologique sur le sens des mots et que c'est aussi, enfin là il faut aussi accepter la violence de la conflictualité, la violence du débat, la violence du désaccord et voilà, ça je pense aussi. Voilà, mais si je peux me permettre, quand je parlais de se défendre, c'était bien sûr toutes ces choses, mais de façon très très concrète, de s'organiser, d'assumer d'être une population noire en France et de dire que dans certaines situations, il est légitime de parler en tant que noir, de demander en tant que noir, ne plus avoir peur de ça, ne plus céder à ce terrorisme de la pensée qui voudrait que les solidarités qu'on aurait entre nous soient plus communautaristes que celles des Aveyronnais par exemple. Moi je suis pour que les minorités françaises s'inspirent puissamment du modèle aveyronnais, voyez-vous. Difficile de faire plus communautariste que les Aveyronnais à Paris. Hein. Qu'on s'en inspire et qu'on se défende avec les armes de la loi, avec tout ce qui est possible. Merci Léonora Miano, je rappelle que vous avez dirigé cet ouvrage, Marianne et le garçon noir, il paraît chez Pauvert, et puis je rappelle le titre du livre dont nous parlions aujourd'hui à la suite dans les idées, Se défendre, une philosophie de la violence. Il est signé Elsa Dorlin et paraît dans quelques jours aux éditions La Découverte.